leurs clients. C'est-à-dire, effectivement, là, on parle de print, mais aujourd'hui, un des axes de différenciation, on a parlé sur la finition, et nous, on va se trouver de l'autre côté. Un des autres axes, c'est quel type de service je vais pouvoir mettre en œuvre avec des solutions auprès des clients. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau du parc et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Si on va aujourd'hui dans une grande surface, et de plus en plus on fait des achats sur Internet, on a une vraie mutation en fin de compte du marché de l'emballage. Alors qu'est-ce que c'est le marché de l'emballage aujourd'hui? Certaines personnes disent un bon emballage, c'est quelque chose qui emballe bien votre produit, qui le préserve. Pour une marque, un bon emballage, c'est pas nécessairement que cela. Certes, ça en fait partie, mais pour une marque, un bon emballage, c'est ce qui met en avant la marque. C'est ce qui va permettre de fidéliser en fait un client et qui va vous permettre d'exister. En maintenant, allons un petit peu plus loin, on a aussi des modes de consommation qui changent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a parlé de petites séries, on a parlé en fin de compte de différentes manières. C'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait, on a besoin du numérique au niveau de l'emballage. C'est quelque chose qui était déjà arrivé au niveau de la brochure. Hein, lorsqu'on faisait des petites séries, on passait plus en offset, on n'était plus en Helio, on est passé tout doucement en fin de compte d'un processus d'impression à un autre, on est passé au numérique. Ben, en fait, cette même mutation, elle existe au niveau de l'emballage, avec notamment une progression des technologies au niveau de l'impression. On vient d'en parler, on vient d'en avoir un. Alors, qu'est-ce que ça induit du côté de l'industriel, du côté des marques? Eh ben, c'est tout simplement, en regardant un petit peu propre consommateur, ce qui nous arrive. Voilà, on est sur le lieu de travail, on va à la boulangerie, on achète peut-être la petite gourde avec la compote. On va acheter la même chose pour la famille, mais un petit peu plus volumineuse, pour le week-end. Et si on regarde par exemple au niveau, rien qu'un simple produit, alors combien étonnant il est la bouteille d'eau? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une simple bouteille d'eau? Combien de bouteilles d'eau différentes pour une marque il existe? Regardez ce qui est produit à Noël, on a des petites, on en a des grosses, on en a en doré, on en a vraiment de toutes les sortes. Et quel est en fait ce qui lui dit tout ceci? C'est si j'ai la bouteille d'eau de Noël, je vais être vraiment pertinent avec quelque chose de vraiment sympa. Si j'ai la bouteille d'eau pour le sportif, pareil. Et à chaque fois on a une étiquette, on a une personnalisation, on a en fait un emballage différent qui se met en place. Et puis on a aussi des, je dirais, des campagnes marketing. Une actuellement, je suis allée faire récemment les courses, j'ai acheté du Nutella. Ça m'a pris quand même 5 minutes à trouver le pot de Nutella. Je ne le trouvais pas. Vous savez pourquoi je ne le trouvais pas? Parce que tout simplement, je cherchais mon pot de Nutella avec ma tartine de chocolat. Et ben non, ils ont lancé une nouvelle campagne qui est d'ailleurs fantastique. Alors, j'ai mis 5 minutes parce que c'était Nutella que je voulais. J'ai trouvé Nutella avec un emballage vraiment super cool, plein de design, et je peux même aller faire en fin de compte la coque de téléphone derrière, mon stylo qui va avec. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'emballage, je crée tout simplement de l'émotion auprès de mon consommateur. Alors je ne vais pas en faire une grosse série, comme je ne vais pas en faire une grosse série, il va falloir que je trouve des moyens de le produire, mais toute cette information, si je veux la reproduire sur un autre pays, il faut que je la centralise quelque part. Si je veux, et c'est ce qui se passe aussi au niveau des marques, hein, très souvent de plus en plus aujourd'hui, ce que l'on voit, dans la cosmétique, on peut être dans l'alimentaire, on peut être dans n'importe quel type de métier. Nous, ce que l'on observe, c'est qu'on fait un lancement produit sur un marché, l'Europe. On a tout un tas d'acteurs qui sont impliqués pour le lancement de ce produit. On passe de la créa, en passant par les services marketing, les services traduction, les services conformité. Alors tout ceci, c'est une chaîne qui est relativement longue. Il faut organiser tout ceci. Et le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle le time to market. Et ça devient extrêmement important de pouvoir s'organiser, d'organiser les données pour qu'on puisse les retrouver, ces données. Et pour qu'on puisse après par la suite, on a parlé un petit peu d'emballage, je dirais, intelligent, où là, avec un simple QR code, par exemple aux États-Unis, un simple QR code va permettre, et le consommateur américain le demande, va permettre de savoir est-ce que je peux manger ceci, est-ce qu'il n'y a pas d'allergène qui me serait dangereux. Et je peux même d'ailleurs partir de ce simple QR code en me connectant, je vais donner à mon QR code et il va me donner une autre information, puis il va peut-être me donner la fois prochaine comment le cuisiner, ou en tout cas comment le mettre en valeur de telle ou telle manière. Et c'est là où en fait on a tout un tas d'informations qu'on appelle grossièrement le big data, d'autres appellent ça l'industrie 4.0. Le smart buffer. Moi j'appelle ça tout simplement le maelstrom d'informations.
Ben, qu'est-ce qu'on fait avec le Mulstro? Parce que si on n'organise pas ce big data, ça devient vite vraiment un embrouillamie d'informations. Et au niveau graphique, ben, c'est tout simplement retrouver les logos, retrouver les marques, retrouver tout ce qui va nous permettre de faire de la réalité augmentée avec un emballage. Et tout ceci doit être coordonné. En fait, Dalim, on met à disposition de nos clients des solutions qui justement vous permettent de coordonner ceci, de communiquer avec les différents types de processus d'impression, parce qu'effectivement, tout ne passera pas en numérique. Un joli exemple. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des gens, par le biais d'agences, qui travaillent pour L'Oréal. Un des challenges de L'Oréal, c'est à partir des étiquettes de shampoing, de récupérer l'information qui se trouve sur ces étiquettes de shampoing pour pouvoir les envoyer sur leur serveur grande consommation. Donc ça, effectivement, c'est une démise en conformité. Il faut qu'on puisse avoir accédé à l'information, que le consommateur, pour des raisons XY, puisse savoir ce qu'il en est, mais aussi pour des raisons de sécurité. Si mon enfant la gère, si j'en ai dans les yeux, comment je réagis. Donc cette information, aujourd'hui, elle se trouve sur l'emballage. Le seul endroit où on est sûr, où elle est pertinente, c'est l'emballage, c'est l'étiquette. Et cette étiquette, elle existe de différentes façons. Alors si vous regardez, si vous avez la chance de voyager assez facilement d'ailleurs maintenant aujourd'hui en Europe, enfin, si vous regardez un petit peu les différents pays, vous allez retrouver votre bouteille de shampoing. Vous voyez, c'est super sympa de la retrouver facilement. Mais elle va être effectivement dans la langue. Alors, au niveau du processus d'impression, ce sont des étiquettes qui sont toutes simples. On récupère ces données, on les renvoie sur des serveurs. Big data, gestion de ces données. Et de la même manière, cette étiquette elle va continuer d'être imprimée de la même manière. Par contre, on va faire ce qu'ils appellent de la diversification au dernier moment. C'est-à-dire, je vais avoir une étiquette muette, et puis quand je vais dire, attention, j'ai pris l'étiquette pour l'Allemagne, tac, je vais l'envoyer sur des processus d'impression numérique, où là, je vais réimprimer mon texte directement en allemand, en français, et ainsi de suite. C'est tout ceci qu'il faut organiser et mettre en place. Au niveau de... C'est aussi des grands challenges avec l'avènement de toutes ces technologies, et notamment du numérique, qui apporte énormément de flexibilité au niveau de la créativité, au niveau de la qualité aussi des produits. Vous faites des choses vraiment, j'ai vu ça chez nos clients, vraiment fantastiques. Sur certaines choses que vous avez dites, il y a un point, je vais prendre peut-être dans l'autre sens, un point sur, effectivement, on parle des packaging intelligents, des QR codes, etc. Pour les QR codes, c'est déjà pas beau, donc les gens de marketing, ils n'aiment pas trop en voir, donc il va falloir qu'on évolue un peu là-dessus, mais ça c'est une chose. Un point qui me semble important aujourd'hui, sur l'aspect marketing de ce packaging intelligent, quand on veut effectivement avoir des informations complémentaires sur le pack, ou la petite vidéo de comment j'ai récolté le café, etc. Aujourd'hui, l'infrastructure est un peu limitée en grande surface, parce que finalement c'est là que la décision d'achat se produit, donc c'est là qu'a priori on va avoir accès à ça. Aujourd'hui, un peu la difficulté qu'on a, c'est que souvent dans les grandes surfaces, en fin fond de rayon, on n'a plus de réseau. Donc on peut scanner ce qu'on veut, on n'a pas d'accès à Internet, et donc on n'a pas accès à l'information. Tant que cette infrastructure n'aura pas évolué, on aura certaines limites par rapport à ça. Un point un peu plus fondamental, je dirais, si j'ai bien compris le thème de la conférence, qui est de dire aujourd'hui je ne fais pas du pack et j'ai envie de me lancer dans le pack, et pourquoi je devrais y aller. Un point que vous n'avez pas abordé, à mon avis, qui est fondamental, c'est la colorimétrie, des tons directs, etc., qui sont quand même extrêmement différents de ce qu'on connaît dans le labeur. Et je pense que c'est un écueil dans lequel on peut tomber en pensant que c'est la même chose. Et qu'à mon avis, c'est un point important à considérer lors du passage, on va dire, de l'impression commerciale au packaging. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez soulevé qui sont très intéressants. Pour le packaging intelligent, vous avez raison, le QR code, c'est quelque chose qui aujourd'hui a vécu. L'étiquette RFID qu'on vient de coller sur la boîte qui a été, pour laquelle la société a dépensé des centaines de milliers d'euros, elle vient de gâcher l'emballage. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de développer un concept car d'impression où on va pouvoir imprimer effectivement des antennes sans puce de façon numérique qui sont encodables, et à partir d'une plateforme d'impression pour imprimer le recto et en simultané le verso avec une antenne qui sera encodable et qui pourra rendre la boîte ou le packaging intelligent, et qui va pouvoir communiquer non seulement avec un lecteur mais avec
soit un Android, si vous avez la bonne application, qui vous interpellera, vous dire attention, il y a un allergène ici, ne le prenez pas, qui pourra contenir une vidéo dans l'application, qui pourra donner de la traçabilité sur le produit, de la contrefaçon sur le produit. Donc là, on est sur une rupture de technologie qu'on va lancer. D'ailleurs, on va faire une très grande opération fin premier trimestre qui sera avec un grand permettant de soft drink, et il va y avoir quelque chose d'assez nouveau qui sera lancé et qui sera imprimé sur notre dernier nez qui s'appelle AlphaJet, qui permet d'avoir une plateforme hybride qui va permettre l'impression de 4-6 couleurs et en même temps l'impression de l'électronique imprimée sur le support. Ça, c'est pour répondre à la partie, je dirais, packaging intelligent, où nous amenons quelque chose d'innovant sur ce marché-là et qui sera accessible à vous, imprimeurs de labeur, parce que ce sera une plateforme modulaire qui vous permettra de proposer à n'importe quel type de fabricant d'emballage ou de produits à emballer cette solution. Le deuxième point, quant à vous avez parlé de colorimétrie, très honnêtement, aujourd'hui avec le numérique, on a une maîtrise, et là on a un fabricant aussi assez Kodak qui a des presses numériques. Nous aussi, nous sommes fabricants de presses numériques depuis 1980. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème de colorimétrie. Maintenant, vous parlez de packaging imprimé totalement numérique, vous m'expliquez, c'est pas encore tout à fait la réalité de On est d'accord, mais vous savez maintenant le contre-collage et autres, on a nos presses numériques qui peuvent coûter jusqu'à 400 grammes en papier, donc qui permettent de couvrir pas mal de choses. Maintenant, vous avez raison, on revient sur un marché, vous n'allez pas attaquer Coca-Cola, vous, en faisant de valeur. Donc, vous oubliez cette idée pour même la petite, la moyenne imprimerie. Donc, vous n'allez pas être confronté à des normes aussi drastiques. Vous allez travailler avec des producteurs qui vont vous donner leurs obligations, effectivement, ou vous allez travailler avec des entreprises, mais dans l'alimentaire, pour les compagnies, parce qu'il n'y en a aucune qui sont certifiées, donc ce sera à base aqueuse. Et là, il faut savoir si vous avez le savoir-faire pour pouvoir utiliser ce type de technologie. Donc c'est une autre approche. Je suis pas d'accord du tout avec vous, mais... Juste par ailleurs, la couleur, c'est un débat sans fin. Moi, quand je suis rentré en 99 dans les arts graphiques, c'était les débats sur la couleur étaient infinis, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas accepter, qui étaient inacceptables. Finalement, aujourd'hui, tout le monde cale avec un bac traceur, alors qu'à l'époque, il fallait des chromalins, des je ne sais quoi. Donc tout ça, ça a beaucoup évolué. Et quand vous parlez de... Alors, vous avez raison, il y a des règles qui sont différentes. Par contre, si vous prenez, par exemple, si le numérique, et je vous rejoins, imprime quand même pas aujourd'hui, en tout cas en volume, la plupart de ce qui est imprimé, la flexo, oui. Et en ce qui concerne la flexo, force est de constater que les respects de colorimétrie ou de qualité d'impression, même s'ils ont augmenté aujourd'hui, sont très très loin de ce qu'on peut attendre, ce que peut atteindre en parlant en offset et en offset, on va dire labeur par ailleurs. Donc en fait, ce sont des choses qui sont vraiment très très différentes. Pour ceux qui connaissent l'impression flexo, vous savez que ce qui est le plus dur à avoir, c'est une impression qui soit équivalente au début ou la fin, parce que c'est basé sur des pressions de rouleau qui sont changeantes avec le support, avec la plaque. Donc voilà, là, rentrer dans le débat de la colorimétrie, on n'y est peut-être pas rentré parce que c'est beaucoup trop vaste, ça serait pour le coup un débat à part entière. Mais je comprends votre... L'objectif n'était pas de répondre à la question, c'est juste de dire que n'oublions pas que c'est pas parce que je suis imprimé du laveur que demain je mets des petits cartons et que ça va rouler tout seul. Je vais aller dans votre sens parce que je pense que j'ai compris ce que vous vouliez dire par là. À savoir, il faut bien différencier les gens qui sont des experts de la quadrille et les gens qui sont des experts du pantone de la teinte. Pour pas dire pantone. Les gens qui sont experts de la quadrille, ils vont être capables, ils auront une chaîne graphique totalement calibrée, ils vont être capables de caler leur quadrille en 150 feuilles, ils sont bons. Vous donnez à un cartonnier qui fait 95% de son temps que de la teinte, vous lui mettez une quadrille dans les mains, au bout de 2 heures, le conducteur va réussir à sortir sa feuille et il n'est pas sûr de lui, et il est très embêté. Faites l'inverse, vous parlez de valeur LAB, de delta E, et si je vous parle du CLC, du 94, etc., le gars qui est dans la beurre et qui fait que de la connerie, il comprend rien. Et là, vous êtes dans un autre monde. Donc, pour moi, il y a quand même... Alors, il y a des gens qui savent faire les deux.
mais vous avez beaucoup de spécialistes de la quadrille et de spécialistes de la teinte. Voilà. Ce que je remarque, moi, c'est qu'au niveau du numérique, il y a quelques années, il n'y avait que des presses numériques en quadrille. Aujourd'hui, vous en trouvez en hexachromie. Le marché de l'emballage alimentaire, il est plutôt en hexachromie. Le marché pharmaceutique, le marché de l'us, de la teinte. Voilà, tout ça. Bon, je pourrais en parler des heures. On va terminer là, mais on va peut-être... En fait, ce que je voulais juste compléter, c'est effectivement l'emballage, la qualité, la couleur est importante. Mais encore une fois, c'est l'émotion qu'elle a. Et je pense que sur certains principes, si on arrive à créer une campagne marketing autour d'un produit et peut-être qu'effectivement la qualité n'est peut-être pas forcément au tout dernier ressort, ce qui en ressort, c'est l'intérêt créé auprès du consommateur. Et c'est la coordination de toutes ces données qui est importante, je dirais, de l'idée marketing jusqu'à l'impression du produit mis dans les linéaires qui vont faire que le consommateur va revenir chez vous. Et si vous en déclinez une nouvelle version, si vous déclinez une nouvelle définition du produit, vous allez pouvoir faire certainement les premiers tests en numérique, et puis après peut-être vous lancez sur les grandes échelles par rapport aux pays sur lesquels vous êtes exposé. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, il faut regarder son process dans la mise en œuvre de tout ceci pour qu'on puisse livrer des emballages qui vont correspondre aux différents process de production. Bien, merci à Victor Vergel, directeur général de VPI, Isabelle Bénaraliel, qui est business développement directeur de Nali, Jean-Marc Essat, PDG de 344 de CA7, Jean-Philippe Ventura, directeur commercial publishing, Microsoft, Kodak. Alors, il faut